Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va changer un petit peu de ce que je peux proposer habituellement. Enfin en vrai pas tant que ça, mais un petit peu quand même. Pour ce prochain mois de septembre, mi-octobre, j'avais un dilemme. Comment continuer à créer du contenu sur YouTube littéraire alors que j'ai 11 livres à lire pour ce semestre et 9 films à voir. Je voyais pas en fait tant comment organiser mon emploi du temps pour arriver à lire mes lectures personnelles et mes lectures pour les cours, en conciliant ça avec le fait de regarder des films de 2 heures jusqu'à 3 heures pour certains. Je voyais vraiment pas comment faire. J'ai donc décidé de tourner cette vidéo, qui va probablement être tournée sur plusieurs semaines, à propos des films que je dois voir ainsi que des livres que je dois lire pour ce semestre 5 en LESM, lettres, éditions, scénario et médias. J'ai pris 2 options qui parlent de cinéma, les autres sont plus autour de la littérature et il y en a une aussi sur la communication. Donc c'est vrai que je vais avoir un semestre assez chargé culturellement parlant, mais en vrai ça me va parce que c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette licence et qu'elle m'intéressait autant. Maintenant j'avais pas pensé que ce serait aussi conséquent en fait en matière de travail à la maison, mais bon, on va s'organiser, ça va le faire, je vais prendre le temps de faire les choses le mieux possible et puis voilà. Pour le moment malheureusement je n'ai pas reçu les œuvres, j'en ai commandé une partie en ligne sur un site de seconde main, la bourse aux livres, parce que voilà, 11 livres ça reste quand même un coût, enfin c'est assez cher et je pouvais pas me permettre de payer 11 livres d'un coup en neuf sur un mois. Donc j'en ai pris une partie en seconde main et j'en ai commandé la moitié de l'autre partie à la librairie qui est proche de chez moi, mais du coup les 2 commandes ne sont pas encore arrivées. Néanmoins, je peux regarder les films puisque tout est disponible sur le site de la bibliothèque de la fac ou sur les plateformes en ligne, voilà. Hier soir, j'ai regardé Hiroshima mon amour, qui était un très beau film. En fait, il était assez malaisant dans la façon de le filmer et par le sujet qu'il aborde évidemment, ce malheureux événement du siècle dernier. Je pense que j'ai pas encore compris tous les enjeux et je pense que le cours va m'éclaircir là-dessus. Mais voilà, ça parle de la bombe d'Hiroshima et de ses conséquences, mais aussi en fait du point de vue européen et plus particulièrement du point de vue français vis-à-vis de cette chose. C'est un film qui parle aussi de l'amour entre une jeune femme française et un jeune homme allemand qui va également tomber amoureuse d'un jeune homme japonais. Donc c'était un très beau film, malaisant sur certains plans, vraiment plans filmiques pour le coup, mais j'ai bien aimé. Enfin, en fait, étrangement, j'ai bien aimé. Je pensais sincèrement que j'allais pas apprécier parce qu'en plus c'est un film en noir et blanc, voilà, c'est des vieux sons qui grésillent un peu et tout, mais en fait j'ai trop aimé, ça change totalement de ce que je peux voir d'habitude, donc c'était plutôt chouette. Notre prof de littérature et cinéma nous a bien précisé le fait que voir un film c'est dans un certain contexte. Faut vraiment être comme au cinéma, ou presque comme au cinéma, c'est-à-dire dans le noir, sans distraction aucune, donc pas de téléphone, pas de livre à côté, enfin vraiment rien. Et il faut juste apprécier le film dans la beauté qu'il est en fait. Juste regarder les plans, les scènes cinématographiques, les musiques, les voix, le jeu d'acteur, etc. Faut juste s'imprégner du film concrètement et de son histoire. Donc c'est ce que j'aimerais essayer de faire pour ces 9 films à voir, mais c'est vrai que du coup faut arriver à se dégager ces heures-là. Les films vont de 1h30 à 3h pour un film, donc voilà, faut arriver à se dégager autant de temps dans une journée. Mais bon, je vais tout faire pour, et puis voilà. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous souhaite un très bon visionnage. Je me suis rendu compte d'un truc. Là, à l'instant, je suis en train de bosser mes cours. Et étant donné que j'ai beaucoup de livres à lire et beaucoup de films à voir, j'avais envie de faire une fiche avec vraiment une vingtaine de lignes maximum par livre, par film, pour essayer de ne pas confondre les histoires finalement, surtout que j'en ai plusieurs par matière, donc enfin, j'avais trop peur de me perdre. Et je me suis rendu compte que pour Hiroshima mon amour de Alain René, j'ai beaucoup donné mon avis, mais j'ai pas vraiment expliqué en fait le plot. Du coup, c'est un film franco-japonais réalisé en 1959, donc il commence à dater un petit peu quand même. Et pourtant, je trouve qu'il a pas vraiment perdu de sa singularité et de son côté poignant de l'histoire. Ce film évoque principalement donc le thème de la mémoire. Évidemment, je vous l'ai dit par rapport à la bombe qui a touché Hiroshima. C'est une fiction qui représente à la fois les bombes atomiques lancées sur la ville, mais c'est aussi un poème sur l'amour, la mort,
et qui invite les spectateurs et les différents peuples à faire la paix, tout simplement. Donc la première partie se concentre principalement en fait sur les bombardements avec les conséquences sur la civilisation. C'est atroce les images. Je crois que ce sont des reconstitutions, ce sont pas des vraies images, mais c'est assez bien fait et c'en est vraiment troublant en fait. Et en fait, cette première partie, ce premier chapitre est réalisé avec une voix off par les protagonistes qui n'ont pas en fait encore été présentés dans le film, et donc ils sont présentés juste après. C'est l'histoire donc d'une jeune française qui est actrice et se rend à Hiroshima pour tourner un film sur la paix. Et elle rencontre donc là-bas, d'ailleurs le film se déroule en seulement 36 heures du coup, et elle rencontre là-bas un jeune architecte japonais. Sa famille à lui a disparu à cause des bombes, évidemment. Et en fait, il va devenir à la fois son amant pour quelques heures, quelques jours plutôt, et son confident parce qu'elle va lui raconter son histoire. Il s'apprête à se quitter parce qu'elle doit retourner en France, mais elle décide de lui raconter sa jeunesse à Nevers, où elle est tombée amoureuse d'un soldat allemand, l'ennemi clairement, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle explique surtout en fait l'humiliation qu'elle a subie de la société française vis-à-vis de cet amour interdit. Globalement voilà, c'est ça. Je pense que j'ai assez bien résumé sans trop en dire. Sachez qu'en général ce film est disponible si vous êtes étudiant, étudiante sur les bibliothèques en ligne de vos facultés en prépa. Je sais pas s'il y a des bibliothèques en ligne. Enfin bref, renseignez-vous auprès de vos études supérieures, savoir si vous avez une bibliothèque en ligne, parce qu'en fait il y a énormément de films, notamment des classiques en fait, qui sont disponibles gratuitement du coup, et c'est trop bien. En vrai, je savais pas, du coup je l'ai découvert pour ces films-là, et je pense que je vais regarder un peu d'autres films si j'en prends le temps. D'ailleurs, ça va pas être tout de suite, mais plus tard. J'espère que ce concept va être un peu cool, mais je trouve ça chouette de découvrir un peu une culture différente, et que du coup j'oriente ma chaîne aussi vers la culture cinématographique et pas que littéraire. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, ce soir normalement je regarde The Sweet Hereafter de Atom Egoyan. Ah oui, je me suis fait... Ah mais faut que je vous montre ça. En fait, vu que j'ai plein de films et de livres à lire, j'ai fait un petit code couleur avec vu, acheté et lu. Du coup pour le moment j'ai vu que Hiroshima mon amour, mais ce soir je vais regarder The Sweet Hereafter de Atom Egoyan. Voilà, et j'ai mis par matière en fait les films et les livres à voir. Donc les tirés c'est les films et les petits points c'est les livres. Donc voilà. Donc ouais, ce soir je vais regarder ça et je pense que je vous ferai un update quand j'aurai le temps, probablement demain ou après-demain. Enfin j'en sais rien en vrai, mais le plus tôt possible et le mieux. Donc voilà. J'ai donc fini aujourd'hui The Sweet Hereafter de Atom Egoyan, qui a été réalisé en 1997. Il s'agit donc de l'adaptation du roman qui a le même titre. En français, c'est De beaux lendemains, le roman de Russell Banks, qui pour le coup a été publié quelques années plus tôt, en 1991. Le roman de l'auteur s'inspire d'un accident qu'il y a eu quelques années plus tôt, en 1989. C'était un accident de bus scolaire. 21 enfants ont perdu la vie lors de cet accident. Et donc le film reprend en fait donc l'histoire du roman qui se passe dans une petite ville canadienne. Un bus a un accident. Les deux seules survivantes sont la conductrice et une jeune petite fille, plutôt une jeune adolescente, qui se prénomme Nicole Burnell. Et voilà, petit à petit, on apprend qu'elle est victime d'inceste. Voilà, c'est un film tout à fait joyeux, vraiment super programme pour le coup. Et donc le principe de l'histoire, c'est qu'il y a cet avocat, comment il s'appelle, Mitchell Stevens, qui vient dans cette ville et qui essaye en fait d'attiser la haine des parents qui ont perdu leurs enfants pour voilà, monter un procès contre les responsables de l'accident. Néanmoins, on apprend en fait que s'il fait ça, c'est seulement pour cacher ses propres démons en fait, puisque sa fille à lui est une junkie. Voilà. Je trouve que la fin est assez énigmatique et je suis pas sûre d'avoir tout compris ni d'avoir saisi tous les enjeux. Donc j'ai un petit peu hâte d'en parler également. De toute façon, je sais que tous les films que les profs ont choisis ont un côté un peu philosophique que je vais pas déceler de moi-même. Mais c'est ça qui est cool, du coup je vais le découvrir. Voilà, on comprend juste qu'à la fin, les habitants du village décident de choisir de vivre en fait en paix avec eux-mêmes. Et c'est à la fois beau et triste. Donc c'était un bon film, je vous conseille de le regarder, il est disponible sur pas mal de plateformes en ligne en fait. Donc voilà. J'aimerais aussi me faire une section de lecture perso parce que j'ai commencé un livre. Mais voilà, il faut que je le finisse avant d'entamer des lectures pour les cours parce que
très très chouette. Et j'ai reçu une partie de ma commande. Du coup, c'est la commande de livres d'occasion. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Je crois que je fais bouger la caméra. Alors, du coup, je sais plus si je l'avais dit, mais j'avais fait 3 et 3. Enfin, j'ai commandé 3 livres d'occasion, 3 livres neufs en librairie indépendante. Et j'ai pris le reste sur ma liseuse, en fait. C'était beaucoup plus simple, parce que d'une, c'était beaucoup moins cher. Et aussi parce que j'ai trouvé 1 ou 2 PDF, enfin vous savez les livres qui sont tombés dans le bien public genre. Donc voilà. On commence par Capitale de la douleur de Paul Éluard, qui est un recueil de poèmes, donc pour le coup ça va se lire rapidement. J'aimerais juste saisir les enjeux des poèmes, parce que sinon ça n'a aucun sens de lire juste pour lire. Mais dans tous les cas ça reste de la poésie. Bah, en vrai la poésie, soit tu la lis en 1 heure, soit tu la lis en 8 mois, donc je sais pas. On verra. Mais voilà, il y a celui-ci. Il y a également un tout petit livre, Nuit et brouillard de Jean Quérol. Voilà, je sais même plus de quoi ça va. Je crois que c'est sur la Shoah, il me semble, mais je suis pas sûre. Probablement en tout cas les camps de concentration, mais purée, mais c'est fou ça de choisir des livres si tristes finalement. En anglais du cinéma, 4 films à voir et 4 livres à lire. Et en fait c'est les mêmes à chaque fois, c'est juste pour qu'on puisse comparer les adaptations en fait cinématographique. Donc voilà, c'est De beaux lendemains de Russell Banks que je vous parlais à l'instant. Oh, c'est écrit gros. Oh, ça va probablement se faire vite. Voilà. Donc petit book haul sympathique. J'ai très hâte de recevoir l'autre commande parce que c'était des livres plus importants finalement. Mais bon, voilà, je choisis pas. Donc je commencerai par ça dans tous les cas pour m'avancer au maximum. Et puis voilà. Je vous retrouve, j'ai pas mal de choses à vous dire parce que depuis la dernière fois que je vous ai pris, j'ai vu 2 films et j'ai lu 1 livre. Donc c'est pas mal. Je vais d'abord vous parler de Muriel ou Le temps d'un retour de Alain René, est sorti en 1963. En septembre 1962, une femme tout juste quarantenaire, Hélène, qui est antiquaire à domicile sur Boulogne-sur-Mer, vit avec son beau-fils Bernard Roguin, qui lui revient tout juste d'Algérie. Elle accueille son amour de jeunesse, Alphonse, qui est un homme très charmeur pour le coup. Il arrive accompagné d'une jeune femme, Françoise, très jeune actrice qu'il fait passer pour sa nièce. Ce groupe va donc cohabiter ensemble sur 2 semaines et évidemment cela va soulever des tensions. Les histoires propres à chacun, leur passé, leurs amours inachevés remontent à la surface et c'est ce qui provoque en fait des disputes ça et là. J'avoue que je n'ai pas aimé du tout le film. Alors en fait, j'ai vraiment pas accroché et je n'ai pas compris le film. Je crois que je comprends rien. Vraiment, j'arrive pas à suivre, je comprends pas le plot en fait. J'aurais peut-être dû lire des articles ou un résumé avant pour voir un peu de quoi ça parlait parce que je comprends vraiment que dalle, clairement. Bref. Genre littéralement, tout ce que je viens de vous dire, c'est ce que j'ai trouvé en faisant des recherches sur le film parce que j'ai pas compris, genre vraiment. Je sais pas si c'est moi qui suis idiote ou si le film est peut-être difficile à comprendre dans son essence. En tout cas, j'ai pas tellement compris pourquoi. Enfin, juste pourquoi. En plus, au niveau du montage, la suite des plans
est assez brusque. En fait, il y a pas de montage, clairement, il n'y a pas de transition. Les rushs sont juste les uns à côté des autres. Les musiques sont soudainement fortes aussi. Enfin bref, en vrai, c'est un vieux film et je pense que c'est pour ça également. Et je vais probablement étudier ce côté pratique du film en cours. Et voilà. Donc j'avoue que j'ai pas trop aimé. J'espère que l'étudier va me plaire davantage pour le coup parce que sinon ça risque d'être un petit peu long. Enfin bref, aujourd'hui du coup j'ai regardé Barry Lyndon de Stanley Kubrick, sorti en 1975. Il est adapté du roman picaresque de William Makepeace Thackeray, The Luck of Barry Lyndon. Très très dur à dire, bref. On suit donc son ascension sociale pleine d'audace dans la haute société anglaise du XVIIIe siècle. On évoque donc ici le destin d'un jeune Irlandais sans le sou, clairement, et assez perverse à certains égards. Il apporte une lady qui lui offre une fortune immense ainsi qu'un fils, et donc on suit ça jusqu'à sa déchéance. Pour le coup, j'ai largement préféré que le précédent film. J'avoue que la première heure, du coup c'est un film qui dure 3 heures, la première heure j'arrivais pas à accrocher, en plus je cuisinais en même temps donc c'était peut-être pas l'idéal pour regarder le film, mais du coup au début je me disais oh là là j'enchaîne 2 films pas top, c'est pas cool. Mais en fait, je me suis grave prise dans les décors, qui sont magnifiques pour le coup. J'espère qu'on va parler de ça d'ailleurs. Les décors, les costumes, etc. C'est fou. Je trouve qu'ils ont vraiment bien retranscrit le monde du XVIIIe siècle anglais. Et les musiques aussi. J'en ai parlé avec ma maman d'ailleurs, et c'est vrai que les musiques de ce film sont magnifiques, ça donne des frissons. Surtout un passage clé avec la mort d'un personnage qui est assez atroce. Le film du coup se divise en 2 parties, 3 parties, enfin 2 parties et un épilogue. La première, c'est comment le personnage a acquis son titre de Barry Lyndon, parce qu'au début il s'appelait Redmond Barry. Voilà, ça c'est l'acte 1. L'acte 2, pour le coup, c'est ses relations et les malheurs, enfin les désastres qui le conduisent à sa déchéance finalement. Et enfin, je vous lis l'épilogue, parce qu'en fait l'épilogue c'est vraiment juste un écran noir avec cette phrase qui dit « Ce fut sous le règne du roi George III que ces personnages vécurent, et ce que leur est l'air, bon ou mauvais, beau ou laid, riche ou pauvre, ils sont tous égaux maintenant. » Finalement, j'ai lu Capitale de la douleur de Paul Éluard, donc recueil de poèmes qui s'est lu très rapidement pour le coup. Je l'ai trouvé très beau, même s'il y a certains poèmes que j'avoue j'ai un peu lu en diagonale parce que les thèmes m'intéressaient pas forcément, et c'est des thèmes précis qu'on va étudier. Donc j'ai pas perdu de temps entre guillemets à lire les thèmes qui ne m'intéressaient ni moi-même ni pour le cours en fait. Après, comme je le disais la dernière fois, enfin tout à l'heure en fait, la poésie soit ça se lit en 24 heures, soit ça se lit en 8 mois. Je pourrais toujours retourner vers le recueil quand j'aurai davantage de temps de le savourer, de profiter, de chercher les significations des poèmes, etc. Donc ouais, mes passages préférés, je pense, c'était ceux sur l'amour et la nature. Mais en général, c'est toujours comme ça en poésie avec moi. C'est l'amour et la nature et rien d'autre, ou presque. Non, en vrai, y a beaucoup de thèmes qui me touchent, mais dans la poésie classique, j'ai envie de dire, c'est plus ces thèmes-là qui vont me toucher particulièrement. Donc voilà, j'ai bien avancé en vrai sur mon programme de lecture et de film. Vous allez peut-être pas vous rendre compte, mais on voit que ça commence un peu à être coloré un peu partout, donc c'est chouette. Je suis plutôt contente. J'ai fait aussi un ordre pour les lectures que je devrais commencer. J'espère que je pourrai m'y tenir assez rapidement parce que j'ai toujours pas reçu la commande à la librairie. Donc bon, prochain livre que je lirai donc c'est Nuit et brouillard de Jean Cayrol. Il est minuscule, hein, genre. Pardon, mais demain je dois regarder Alphaville de Jean-Luc Godard. Voilà, je sais même pas de quoi ça parle. En fait, j'aime bien quand je regarde un film ou quand je lis un livre, ne pas me renseigner du tout avant et genre découvrir avec mon esprit vierge, quoi. Genre vraiment ne rien savoir du truc. Après, des fois, c'est pas mieux parce que du coup, on comprend pas. Et bah, c'est peut-être ce qui m'est arrivé avec certains films notamment. Mais bon, je sais pas, j'aime bien faire comme ça. Ça me permet d'avoir vraiment un avis hyper honnête et sincère sur le truc. Donc je trouve ça chouette. Voilà, bon, et bien maintenant que j'ai passé genre 3-4 heures à travailler en ce samedi après-midi, je vais me reposer. Je vais passer du temps pour moi là, clairement. Et pour Arès. Bon, il fait la sieste, donc en vrai je crois pas que je lui ai trop manqué. Mais bon, voilà. Veuillez excuser ma tête de chien mouillé.
je sors du sport. Je voulais donc vous faire un petit update parce que depuis que je vous ai pris la dernière fois, j'ai regardé un film et lu un livre. J'ai donc regardé Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution. C'est un film de Jean-Luc Godard sorti en 1965. Je dois avouer que je n'ai pas aimé parce qu'en fait, j'ai l'impression que je dis ça à chaque film, mais je n'ai rien compris. Je pensais que c'était un truc très terre à terre et finalement c'est totalement autre chose puisque c'est de la science-fiction et ça va même plus loin que ça, c'est un monde dystopique. Sauf qu'un film dystopique tourné dans les années 65, j'avoue que j'avais vraiment du mal à comprendre les enjeux. Il y avait une drôle de voix aussi tout le long du film et je comprenais pas ce que c'était genre... Enfin, je vais vous expliquer un peu plus. Du coup, c'est un film franco-italien qui se déroule dans les années postérieures aux années 60. C'est donc après les guerres que le siècle a connues, etc. Et la société est bien différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Un agent secret, Lemmy Caution, du coup, est envoyé à Alphaville où domine une société très étrange qui s'appelle la A60. C'est donc une société totalitaire dystopique. Seule la logique y est permise, les sentiments sont interdits, il y a même un fameux dictionnaire avec des mots interdits à prononcer en fait, sous peine d'exclusion, de mort ou de se faire pousser au suicide. Au fur et à mesure du film, j'ai quand même compris ça, c'est qu'on voit que Alphaville et le programme A60 veut clairement conquérir les pays du monde entier à cette idéologie plus que tortionnaire en fait. Et il y a ce monsieur Leonard von Braun dont l'affiche est placardée partout, c'est un peu le dirigeant du pays finalement. Et donc la voix que je vous parlais juste avant en fait c'est une espèce d'IA, un ordinateur, un programme artificiel qui est censé aider les gens. C'est une aide vocale très électrique et ça dégommer les oreilles parce que le son est forcément... Enfin, en 1965, le son est pas top, vous voyez. Sauf qu'en fait, on se rend vite compte que c'est aussi pour contrôler la société. Et donc, ce monsieur, Lemmy Caution, pour dérégler cette IA, va lui poser une énigme qui est logiquement insoluble. Je crois que la réponse c'était l'amour, un truc comme ça. Enfin bref, je me souviens plus de l'énigme, mais bref, l'IA ne pouvait pas y répondre. On voit aussi en fait dans ce film que Jean-Luc Godard s'est beaucoup inspiré de nombreux livres, enfin de la littérature en général, dont 1984 de George Orwell. Je pense que pour ceux qui ont lu le livre, vous avez clairement reconnu le fait qu'il y a un gars placardé partout, le dictionnaire des mots interdits, bref, être contrôlé par la raison vis-à-vis des sentiments, etc. Donc voilà, il s'inspirait de beaucoup d'œuvres. Je pourrais peut-être mettre à l'écran quelques-uns des auteurs qui l'ont inspiré, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. J'ai fait une liste de ce que j'ai reconnu et de ce que j'ai trouvé sur internet. Enfin bref, donc j'avoue que j'ai pas tant apprécié que ça, mais je pensais que j'avais pas compris l'enjeu du truc. Et je savais pas que c'était de la science-fiction, je pensais sincèrement que c'était un film sur l'après-guerre, alors enfin en soi oui, mais du coup pas que c'était de la dystopie. Donc bref, mais je pense qu'à l'étudier, du coup, ça doit être plutôt intéressant parce que, bah voilà, il y a des références littéraires et cinématographiques, mais ça parle également aussi d'une vision plus poussée de ce qu'aurait pu être le monde futur après les guerres, en fait. Donc voilà. Sinon, j'ai lu Nuit et brouillard de Jean Cayrol, qui est un tout petit essai, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est un essai. J'ai souligné énormément de choses. C'est sur la réalité des camps de concentration, en tout cas de ce qu'a vécu l'auteur dans ces fameux camps et ce qu'il en ressort de différent par rapport à ce qu'on peut lire ou voir habituellement. Dans le sens où il a une position vraiment très différente, enfin non pas très différente, mais il évoque des sujets un peu différents de ce qu'on peut lire sur les camps de concentration. C'est vraiment brut de décoffrage, c'est un coup de poing dans la tronche, genre vraiment, mais c'est magnifique. Vous allez peut-être me trouver bizarre, mais j'adore lire des choses et voir des choses sur la Shoah, les camps de concentration, la Seconde Guerre mondiale. Enfin, en fait, je trouve que c'est super intéressant et c'est atroce. Je crois que j'aime bien me faire souffrir. En fait, avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai lu, j'arrive toujours pas à concevoir le pourquoi du comment, le comment du pourquoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Et je trouve que c'est juste magnifique. Et c'est ce genre de choses qu'il faut absolument lire. En plus, ça coûte rien du tout. Ça coûte 4 €, ce genre de truc. Donc, c'est des choses qu'il faut lire en fait. Il faut pas oublier la mémoire. Elle est évoquée dedans. C'est très important. Et ouais, franchement, si vous aimez ce genre de sujet, lisez-le. C'est très très poétiquement brut en fait. Petit update cinématographique. J'ai vu 2 films depuis la dernière fois que je vous ai pris. À commencer par Bram Stoker's Dracula de Francis Ford Coppola qui a été publié en 1992. Oui, si c'est ça.
C'est donc un film d'horreur fantastique adapté du roman de Bram Stoker. Il se démarque fortement des adaptations cinématographiques antérieures à lui-même par rapport au personnage du comte Dracula. Il est présenté dans ce film plutôt comme une victime d'une malédiction plutôt que comme un être cruel. Et il met en avant en fait le côté érotique du roman, puisqu'il introduit en fait une romance entre Dracula et une jeune femme qui s'appelle Mina. Globalement, c'est l'histoire du comte Vlad Dracula, qui est un guerrier des années 1460, qui part en guerre contre les Turcs, laissant derrière lui sa femme Elisabetta. La nouvelle parvient qu'il serait mort sur le champ de bataille et profondément triste. Cette femme se suicide. Or, étant donné que par l'Église le suicide est considéré comme un des pires péchés, elle est considérée comme damnée. Alors, fou de rage, le comte Vlad Dracula renie complètement la religion et décide de vouloir se procurer des pouvoirs obscurs pour venger sa bien-aimée. C'est ainsi qu'il devient le vampire comte Dracula. 4 siècles plus tard, un peu plus de 4 siècles même parce qu'on se rapproche des années 1900, on retrouve Dracula qui a bien changé, donc parce qu'il a vieilli, enfin en tout cas son corps a vieilli, mais il est toujours vivant, évidemment. Un jeune notaire est envoyé pour le rencontrer en Transylvanie pour conclure une vente de je sais plus quel bien, enfin bref. Et le comte Dracula découvre que la femme, ou en tout cas future femme de ce jeune notaire, ressemble énormément, trait pour trait, à son ancienne femme Elisabetta, mais elle se prénomme, je vous l'ai dit tout à l'heure, Mina. Il décide donc de la retrouver à Londres et évidemment de la séduire par tous les moyens parce qu'elle lui fait trop penser à sa femme. Bah, du coup, son ex-femme. De là s'ensuit tout un film finalement, puisqu'il dure 2 heures. J'ai pas encore lu le roman, je vais bientôt le faire, donc j'ai très hâte de pouvoir comparer en fait les 2 œuvres, parce que j'avoue que le film ne m'a pas tant plu que ça. En fait, comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont beaucoup ressorti le côté érotique du roman. Je sais pas à quel point il l'est du coup, mais j'avoue que ça m'a pas tant plu plus que ça. J'ai trouvé ça très malaisant. Enfin, les scènes sont vraiment violentes pour le coup, même les scènes de smut pour le coup. Et ouais, non, c'est pas tant ce qui me plaît, surtout. Enfin, en fait, ça, on dirait que ça représente des fantasmes érotiques un peu chelous entre un monstre et une humaine, et c'est pas mon délire du tout, genre vraiment pas. Donc ouais, en fait, c'est dommage parce que j'ai vraiment retenu ça du film, alors que je sais qu'il y a plein d'autres aspects à retenir qui sont quand même chouettes. Et donc j'ai très hâte de pouvoir lire le roman en fait et pouvoir comparer un peu les 2 œuvres, savoir si le roman me plaît davantage ou encore moins, ça se trouve, enfin j'en sais rien. Donc voilà, globalement pour le film de Dracula. J'ai donc vu un deuxième film, d'ailleurs plutôt un court-métrage qui se prénomme La Jetée de Chris Marker, est sorti en 1962. C'est de la science-fiction et plus qu'un court-métrage, c'est un photoroman. En fait, le film se compose d'une succession de photographies en noir et blanc, à l'exception d'un seul plan filmé sur le visage de la femme principale. Le court-métrage est également commenté par un narrateur unique, qui est en fait le héros de l'histoire. Je vous donne la première phrase du film qui n'est d'autre que « Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance ». Globalement, le protagoniste masculin donc a vu quelque chose qui l'a fortement choqué quand il était enfant. Il y voit la mort d'un homme sous les yeux d'une jeune femme pour qui les traits vont lui rester en tête toute sa vie. Et on le retrouve quelques années plus tard où il voit la femme qu'il avait vue dans cette image qui l'a tant marqué. Il la voit en vrai des années plus tard. Donc s'ensuit tout de suite une histoire où il doit suivre cette femme pour comprendre qui elle est et pourquoi il l'a vue alors qu'il était enfant. Changement de plan et de qualité audio puisque je n'ai ni batterie ni espace de stockage. Top, voilà. En gros, la Troisième Guerre mondiale survient et la société change énormément. Des tests sur les gens pour les envoyer dans le futur ou dans le passé. Évidemment, ce jeune homme en fait partie et c'est pour ça qu'il a vu cette image, c'est qu'il a été dans le futur et voilà, il a vu cette femme regarder un homme mourir. Je vais pas vous dévoiler la fin parce que sinon évidemment ça n'aurait plus aucun intérêt et je pense sincèrement que c'est un film à voir, il vaut vraiment le coup. C'est le premier film photoroman que je vois et j'ai été agréablement surprise pour le coup. Je l'ai trouvé vraiment très bien, original et surtout les photographies étaient juste sublimes pour le coup. Donc je vous le conseille sincèrement si vous aimez les films en noir et blanc et surtout que, enfin, il dure 30 minutes, hein, faut pas s'embêter plus que ça des fois. Sinon j'ai très bien avancé sur De beaux lendemains de Russell Banks, donc un film que j'avais vu au début de la vidéo. Je vais pas vous redonner le résumé parce qu'en soi c'est la même chose. Juste globalement, ce que je peux dire pour le moment, c'est que le cadre narratif est totalement différent du film pour le coup.
C'est découpé en fait en quoi 5 parties je crois, il me semble, qui sont en fait chacune d'une cinquantaine de pages plus ou moins, et on est dans la tête à chaque fois d'un personnage distinct. Mais voilà, donc ça change effectivement beaucoup parce que dans le film, on a un peu du mal à se situer dans le temps parce qu'on fait des sauts de conversation en conversation et on retourne à la conversation qu'on a eue au début, et en fait ça fait que des transitions comme ça. Donc c'est vrai que l'espace spatio-temporel est pas hyper clair, je trouve, dans le film, mais je pense que c'est un désir en fait du scénariste. Mais du coup, c'est plutôt assez clair dans le roman, puisqu'on est vraiment découpé en plusieurs parties par personnage, finalement. C'est sous forme de dialogue semi-intérieur. En fait, on a vraiment que la voix du personnage qui parle, mais on sait qu'il parle avec l'avocat. Du coup, c'est assez bien fait, et ça passe extrêmement vite. C'est un roman qui fait 330 pages, un truc comme ça, et j'ai déjà lu ça en une journée, genre. Donc ça passe extrêmement vite, l'écriture est hyper fluide. C'est peut-être aussi dû au fait que je connaisse déjà l'histoire, donc je sais à peu près à quoi m'attendre. Mais il y a quand même pas mal de différences au niveau du cadre narratif spatio-temporel, et également dans la façon de raconter les choses, parce que évidemment le film dure, je sais pas moi, 1h30. On peut pas faire 1h30 de film pour 330 pages de roman, en fait, c'est pas possible. Donc il a fallu élaguer certaines choses. Mais du coup, je suis hyper contente d'aimer les deux œuvres en fait, parce qu'elles sont très différentes et pour autant, je les aime autant. Hier soir, je regardais The Long Goodbye de Robert Altman, sorti en 1973. Le scénario est tiré du roman de Raymond Chandler, que je dois également lire pour la matière. On suit ici le détective privé Philip Marlowe, qui reçoit la visite d'un de ses amis, Terry Lennox, et qui prétend en fait s'être disputé avec sa femme. On apprend quelques instants plus tard que cet homme, donc Terry Lennox, est accusé de l'avoir assassiné, sa femme du coup, son épouse. Les deux hommes se séparent après avoir discuté, et le détective Marlowe apprend quelques jours plus tard que Terry se serait suicidé, mais il n'y croit pas tant que ça et décide d'enquêter sur la situation. Plusieurs points sur ce film. Déjà, premièrement, il a été très mal reçu par la presse, en fait, à tel point qu'il a carrément été retiré des cinémas et des affiches. Mais il ressort plus tard avec une publicité plus forte, une nouvelle affiche aussi qui pourrait promettre en fait de lui redonner un élan de visibilité. Pourtant, il se situe pas du tout dans le top des films des années 70, loin de là. Ce que je n'ai pas du tout aimé, c'est la place des femmes dans le film. Je sais pas si c'est comme ça dans le roman, si c'est ce que pensait l'auteur, j'en sais rien. En tout cas, bah là, voilà, des hippies à moitié prostituées, oisives et sous drogue. Un autre personnage défonce le visage de son épouse jusqu'à la tuer. Un autre casse une bouteille en verre sur le nez de sa maîtresse juste parce qu'elle était là au mauvais moment en fait. Une autre femme est présentée comme une garce qui pousse son mari au suicide. Elle serait aussi complice dans un meurtre. Enfin bref, vraiment les femmes sont pas du tout mises en valeur, mais genre vraiment aucune. Et je sais pas pourquoi, j'imagine que je vais probablement l'étudier en classe, mais du coup ça m'a pas plu. J'avoue qu'à part le côté un peu drôle du personnage qui est complètement à côté de la plaque, j'ai pas aimé tant que ça. De toute façon, j'étudie ça en rapport avec le roman que je n'ai pas encore lu. Donc là, je me fais vraiment un avis juste sur le film pur et dur. Enfin bref, donc pas tip top cette découverte, j'ai pas kiffé. Autre point, peut-être un peu plus positif, du coup, j'ai fini De beaux lendemains de Russell Banks, donc The Sweet Hereafter en anglais. Sans surprise, j'ai énormément aimé le roman également. Je vais pas tant ajouter de choses que ça, juste que évidemment, je pense que mon avis a largement été influencé par l'adaptation cinématographique, puisque mon imagination... Bah, en fait, j'avais pas tant d'imagination que ça, vu que j'avais en tête les acteurs du film, etc. Mais bon, ça m'a pas tant déplu que ça non plus. La narration, effectivement, est extrêmement différente. C'est-à-dire que l'histoire est pas du tout racontée de la même manière dans le film et dans le roman. Ça donne un côté très spécial à la façon d'imaginer les choses. On pourrait croire que ça va être lourd, parce que du coup, c'est divisé qu'en 5 chapitres, le roman. Et en fait, c'est plutôt léger et fluide, enfin je sais pas trop comment dire, mais ça se lit extrêmement rapidement et on a un peu envie de comprendre les émotions des personnages, alors que comment on peut comprendre sans vivre un accident si grave, c'est-à-dire un accident de bus avec des enfants. Le film, je trouve qu'il représente vraiment bien ce qu'on retrouve dans le roman et du coup c'était plutôt sympa. J'ai très très hâte d'en discuter en cours. D'ailleurs, est-ce que je t'ai parlé un peu des cours que j'ai ?
J'ai 2 cours sur le cinéma. Le premier qui est anglais du cinéma, donc c'est un cours en anglais où je compare en fait l'adaptation cinématographique avec le roman qui lui a servi d'intrigue, de scénario, de base de scénario en tout cas. Et la deuxième matière, c'est littérature et cinéma, donc c'est pas totalement la même chose. C'est déjà un cours en français, tout d'abord. Et on part simplement de films et on essaie de comprendre en quoi la littérature a pu les influencer, inspirer les producteurs, etc. Et du coup, c'est 2 cours super intéressants qui sont par contre très, j'allais dire théoriques, mais c'est faux parce qu'on va faire énormément de pratiques. On va étudier beaucoup d'extraits de films en fait sur le point de vue purement factuel, c'est-à-dire pourquoi le film a été filmé dans tel angle, avec telle coupure à droite, telle coupure à gauche, pourquoi le personnage est filmé de si près, de si loin, etc. etc. Et du coup, c'est 2 approches assez différentes du cinéma, mais qui sont en fait en lien avec la littérature. Et du coup, c'est super intéressant, mais comme je disais, c'est un cours hyper... Enfin, je sais pas comment dire. Il y a énormément de termes que je ne connais pas parce que je n'ai jamais étudié le cinéma. Du coup, ça me rebute un peu. Enfin, c'est un peu stressant, vous voyez, de rien connaître et de tout découvrir comme ça, surtout en 3e année, vu que j'ai fait une passerelle. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont dans mon cas, hein. Mais bon, je trouve ça intéressant, donc je vais essayer de m'accrocher et j'espère que je vais y arriver. Je vous retrouve à la même place. C'est fou comme j'ai pas bougé dans cette vidéo, alors que je vous jure, il se passe plusieurs heures et tout, enfin même plusieurs jours, voire plusieurs semaines entre chaque séquence, mais bref. J'ai regardé le dernier film que je devais voir pour les cours. Je suis tellement heureuse, je vous jure. Je vais pouvoir retourner à mes petites séries, genre Mercredi Adams, The Supernatural, etc. etc. Là, j'ai trop hâte. Oui, aussi, excusez-moi, ma dégaine avec mon plaid, là on dirait une vieille mamie, mais je raconte ma vie pendant 2 minutes, top chrono. En fait, il y a certains jours de la semaine où je commence à 8h. Donc je dois me lever à 5h30 pour avoir le temps de promener à Arès pendant au moins 30 minutes, puis me préparer, etc. Sachant que voilà, j'ai 1 heure de métro pour aller jusqu'à la fac. Bref, je me lève et j'ai la fâcheuse habitude de ne pas regarder mon téléphone quand je me lève. Voilà, j'aime pas regarder mon téléphone, donc je le fais quand je petit-déj, donc au bout d'une demi-heure, 45 minutes après m'être levée. Et là, j'allume mon téléphone, je suis en train de manger ma petite pomme et tout. Je vois pas quoi, c'est que mon TD à 8h il est annulé. Je me suis levée à 5h30 pour rien. Donc là j'avoue c'est très dur. Va falloir que je me motive à prendre le métro pour le cours que j'ai à midi là. C'est terrible. Je suis explosée du coup, bref. Même Arès, le pauvre je l'ai promené pendant 1 heure et tout, mais il m'a regardé en mode mais attends mais pourquoi tu me sors maintenant là, il est trop tôt. Du coup il fait dodo. Bref, dernier film vu donc Sans soleil de Chris Marker, sorti en 1983. C'est un documentaire français, donc pas tant un film fictif, ça va même plus loin que ça, il est qualifié d'essai cinématographique, puisqu'en fait il met en relation plusieurs cultures, donc japonaises, de Guinée-Bissau et du Cap-Vert, et il relie également plusieurs sujets distincts, donc l'histoire, la géographie, la politique, la religion, la sociologie, bref, il y a tout un tas de sujets mélangés, ce qui fait de lui un documentaire / essai cinématographique. Le film est donc construit autour d'un caméraman fictif qui écrit des lettres et qui les lit à voix haute en fait pour expliquer le documentaire. Les écrits traitent donc de plusieurs sujets. Il parle beaucoup du temps qui passe plus précisément, de la mémoire, mais aussi de la fragilité humaine face par exemple au séisme au Japon, ou encore la menace constante qu'est la famine en Guinée-Bissau et au Cap-Vert. Et donc voilà, en fait le film est un peu constitué tel un voyage que le caméraman fait et explique. Il explique vraiment ce qu'il filme. Il montre pas tant les difficultés des sociétés à survivre, mais vraiment leur mode de vie en fait. Leur façon de vivre et d'exister au-delà de ce qui peut les accabler en fait. Voilà, globalement c'était ça ce film. Concernant mon avis, j'avoue que je sais pas trop... En fait, je trouve que c'était hyper intéressant la façon de faire, même au niveau du montage, parce que c'était vraiment plus de la composition du montage qu'une réalisation en soi. Oui, et puis c'était poétique évidemment avec les sujets abordés, et le lien avec la littérature est très présent puisque ce sont des lettres à la base.
mais je sais pas si j'ai vraiment aimé. En fait, je pense que c'est des cultures que je connaissais pas assez. Du coup, j'ai regardé tous les films. Il me reste 5 livres à lire. C'est pas beaucoup. En vrai, c'est bien. Non, c'est bien, ça avance, cette vidéo avance. J'ai fini Dracula de Bram Stoker. C'est très différent en fait du film, je trouve. Effectivement, dans le film, on a vraiment ce côté très très érotique de l'histoire qui est accentué, mais plus. Alors que dans le roman, je trouve que c'est beaucoup plus subtil, voire inexistant à certains passages, alors que dans le film, ils l'ont vraiment exploité ainsi. Donc j'ai largement en fait préféré le roman que le film. J'ai peu regardé en fait d'adaptation cinématographique de Dracula, tout simplement parce que je n'avais jamais lu la version originale. J'ai vu effectivement des adaptations, mais qui étaient très extérieures à l'histoire du roman. Donc je sais pas moi. L'exemple qui me vient en tête est archi nul, mais Hôtel Transylvania, genre le dessin animé, voilà, c'est une espèce d'adaptation de Dracula, en tout cas du personnage, vous voyez. Donc c'est peut-être en ça que ça m'a déplu, le film. En tout cas, le roman est plutôt chouette. Attention, c'est très contemplatif, c'est très long pour le coup, faut vraiment être patient, aimer les longueurs. C'est pas toujours quelque chose que j'aime, ça dépend. Donc voilà, globalement mon avis sur Dracula. Entre temps, enfin, j'ai reçu ma commande de livres, donc les 3 livres qui me manquaient, c'est-à-dire The Long Goodbye de Raymond Chandler, dont j'ai vu le film que je n'ai pas apprécié. Donc j'espère que le roman sera mieux, parce qu'en plus du coup je l'ai acheté en neuf, donc ça m'embêterait vraiment beaucoup. Donc voilà, deuxième livre, L'espoir d'André Malraux. Lui c'est un beau bébé, hein. Vraiment en plus c'est écrit mais minuscule, genre je pense que ça va être très long à lire. Et apparemment, si on connaît pas et on comprend pas la guerre d'Espagne, on comprend rien au roman. Donc regardez-moi bien, écoutez à fond en CM pour comprendre ma lecture. Et enfin, troisième livre que j'ai commencé cependant, Hugo, 93. J'ai pas mal commencé, j'arrive prochainement à la fin de la partie 1, je suis à la page 140. Je dirais que j'aime bien, étonnamment. C'est aussi, je pense, parce que j'ai déjà eu quelques cours sur l'œuvre, donc je comprends certaines notions, etc. Après, ça reste très abstrait, je trouve. C'est pas de la lecture facile. Hein. Faut arrêter de présenter Hugo comme de la lecture facile. Je sais qu'il est rarement présenté comme ça, mais 93 est présenté comme un roman facile. Je trouve pas que ce soit nécessairement le cas. Faut vraiment être à droite à gauche, penser à tout, comprendre les liens entre les personnages, ne pas oublier tel nom, etc. Et il y a beaucoup de personnages dans Hugo. Donc j'avoue que je me sens un peu perdue. Donc j'espère que ça va aller un petit peu mieux en allant-venant. Et voilà, je vous tiens au jus de toute façon. Un petit bilan livresque s'impose. J'ai donc lu 2 livres depuis la dernière fois que je vous ai pris, donc c'est plutôt chouette. J'avance enfin dans ce challenge. Pas du tout, pas dans ce challenge, oui, mais non. Bref, j'arrive à la fin de mon programme de ce S5. J'ai donc lu, enfin non, en fait je peux pas dire que je l'ai lu, parce que clairement je ne l'ai pas lu. Mais Barry Lyndon de... j'ai déjà oublié son nom, c'est super, voilà. Ça prouve à quel point je n'ai pas aimé ce bouquin, genre, vraiment, vraiment pas. Le gars est juste horripilant, c'est vraiment un gros pervers narcissique, il est juste méchant, horrible, affreux. Et je sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais quand je déteste un personnage, surtout quand c'est le personnage principal, je ne peux pas lire le livre. Genre littéralement, en fait, ça m'insupporte de lire, donc je repousse ma lecture, et limite ça me ferait tomber en panne de lecture, vous voyez. Donc j'ai dit, mais en fait, je peux pas tomber en panne de lecture pour un livre pour les cours. Donc c'était un peu le dilemme, parce que ça reste un livre pour les cours, il faut que je le lise pour pouvoir l'étudier au mieux. Ce que j'ai fait du coup, c'est que je l'ai lu littéralement en diagonale. J'ai essayé de lire les chapitres principaux, entre guillemets, là où il y avait les actions les plus prenantes, pour pouvoir les comparer à celles du film, ou non d'ailleurs, si elles n'ont pas été adaptées avec des images. J'ai aussi beaucoup regardé, lu d'articles sur internet et des résumés détaillés, même si en fait j'aime pas faire ça parce que je sais qu'on n'appréhende pas l'œuvre de la même manière, mais je vous jure c'était trop dur et j'étais arrivée à un stade où je ne lisais plus. Genre je n'ai pas lu pendant presque 3 jours, mais enfin je vous dis 0 page, hein. Genre je voulais pas lire, vous voyez. Et du coup je pense que là je vais le mettre en pause, donc clairement je l'ai fini entre guillemets, mais j'aimerais bien le relire en fait de façon plus posée où il n'y a rien qui m'attend derrière, parce qu'en plus du coup je pensais aux autres lectures que j'ai à lire et ça me stressait de perdre du temps sur cette lecture. Donc voilà, Barry Lyndon c'est non, voilà, c'est un grand non. Bref, sinon j'ai lu, ah oui d'ailleurs désolée la caméra est à l'envers pour vous, j'ai lu donc 93 de Hugo qui pour le coup m'a déjà beaucoup plus plu. Juste en fait c'est que c'est long, alors par contre vous voyez comment je l'ai annoté, genre
C'est abusé. J'ai mis à peu près 3 blocs de post-it, vous savez. C'est énorme. Clairement, c'est énorme. Je fais jamais ça. Mais voilà, il y avait beaucoup de citations inspirantes par rapport au thème du cours qui est littérature et politique. Et je l'ai trouvé davantage intéressant pour le coup. C'est un roman sur la famille, la nation, la guerre, la politique. Enfin, il y a plein de sujets en fait qui se regroupent finalement et qui sont tous liés. Je pense que clairement, c'est pas un livre que j'aurais lu de moi-même. En tout cas, pas un livre de Victor Hugo. Mais du coup, j'ai bien aimé, donc c'était une bonne surprise. Par contre, juste beaucoup trop long en fait. C'est trop long. Je suis désolée, mais c'est archi long. Genre, des fois, j'avais l'impression que genre j'avais lu, je sais pas, une demi-heure. Je me disais, non, mais là, j'ai lu au moins genre 20 pages et tout. J'en avais lu 10. Pardon, mais c'est très très long. Genre vraiment. En fait, c'est que c'est un peu ça. Aujourd'hui, les lectures qu'on a, c'est des lectures qui s'enchaînent très vite. D'une, ça va être des petits romans de 300, 400 pages. Là, il en fait 500. C'est des actions qui s'enchaînent très vite. Et il y a beaucoup. Mais Arès, qu'est-ce que t'as? Enfin, je veux dire, c'est comme ça qu'on lit aujourd'hui, en tout cas la majorité des personnes. Et en tout cas, moi j'en fais partie, je vais y arriver. Mais du coup, c'est vrai que de lire un roman qui met du temps, parce que, bah voilà, difficulté de la langue, mais aussi de l'histoire en elle-même, parce qu'il y a... Enfin, en fait, c'est une grosse intrigue de guerre, de révolution plus particulièrement, et il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de scènes différentes qui finalement se relient. Enfin bref, il faut vraiment être concentré et... C'est pas le genre de lecture que j'ai quotidiennement. En fait, de temps en temps, ça me plaît bien. Mais vu que là, j'enchaîne que des lectures de ce genre, c'était vraiment dur pour le coup. Finalement, je vais commencer The Long Goodbye de Raymond Chandler. C'est le film que je n'ai pas aimé, voilà. Donc j'espère que le roman sera mieux, sinon ça va être encore long parce que bah pareil, il fait 500 pages. Pardon, mais vous pouvez pas choisir des romans petits, enfin mince quoi. J'ai lu The Long Goodbye de Raymond Chandler. Donc une des enquêtes du détective Philippe Marlowe, pour ceux qui connaissent. Comme le film, j'ai pas aimé en fait. Je trouve que c'est trop long pour un polar. Moi j'aime bien quand les polars vont vite. Du coup c'est vrai que j'aime pas nécessairement les romans policiers classiques entre guillemets. Je trouve que quand c'est trop long, on a vite fait de se perdre dans diverses intrigues et de pousser trop loin aussi le roman noir. Donc c'est pas nécessairement des œuvres que j'apprécie. Et surtout, encore une fois, la place de la femme, c'est comme dans le film, mais c'est catastrophique, genre vraiment. Il y a un passage particulièrement qui est atroce où Marlowe, du coup, en fait, fait des catégories de femmes. Genre, il compare les différentes femmes blondes selon lui. Mais c'est horrible. Il les prend littéralement pour des objets, genre. Je sais pas si c'était la pensée de l'auteur, du coup, mais si c'est le cas, c'est atroce, genre vraiment. Donc vraiment, juste, je me suis ennuyée, j'ai vraiment pas apprécié, c'est comme le film en fait. Donc juste, bah, l'histoire me plaît pas. Après, ça veut pas dire que l'écriture, etc. n'est pas bonne. J'ai commencé L'Espoir d'André Malraux. Pour le coup, ça me plaît davantage. D'ailleurs, étonnamment, ça me plaît, vous voyez. Je pensais vraiment pas apprécier en fait, parce que les profs nous l'ont vendu comme vraiment un livre pas accessible à tout le monde, qui était difficile, et que si on connaissait pas les guerres en Espagne, on n'allait rien comprendre au roman. Alors effectivement, il y a des points que je ne comprends pas, parce que j'ai pas encore les clés pour les comprendre. Mais globalement, je trouve que ça se lit plutôt bien. Après, c'est un roman qui fait 600 pages, je pense que ça va être très très long. Il y a forcément des longueurs. Il y a énormément de personnages aussi. Je pense que je vais me faire une fiche, parce que j'arrive pas à... Enfin, quand on revient à un personnage, je me souviens déjà plus de qui c'est. Et en plus, c'est plein de scènes, vous savez, mises à part. Enfin, il n'y a pas vraiment un fil conducteur, si ce n'est, je sais pas, la révolution, on va dire. Mais du coup, c'est plein de scènes autour de cette chose-là, et c'est un peu difficile de suivre, je trouve. Ça se lit quand même, donc voilà. Je vous ferai mon update final à la fin de la vidéo. D'ailleurs, j'ai pas dit de quoi ça parlait, mais effectivement, ça parle de la guerre en Espagne, vue par Malraux, puisqu'il y a participé. Donc en fait, les clans politiques, les partis politiques s'affrontent finalement, mais vraiment tous les partis politiques. Il y a même des bords politiques qui ne sont pas en accord les uns avec les autres, qui s'allient pour faire face à la dangerosité de la guerre civile. Enfin bref, voilà, je vous retrouve pour l'update final de cette vidéo.